Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. Ah! Cette semaine, on décortique l'Eco Business Weekly du 12 janvier 2025. Hein? On a un menu chargé, fonds de pension, Oui. économie mondiale, chamboulé climat et économie, et même le casse-tête des compétences digitales au Maroc. Tout un programme. Ah, et vous avez vu ce chiffre? Lequel? Le tourisme marocain a explosé les compteurs en 2024 avec plus de 17,4 millions de visiteurs. Impressionnant. C'est quoi le secret de cette réussite? On en parle aujourd'hui. C'est fascinant, n'est-ce pas? Absolument. On pourrait presque dire que le Maroc a atteint son objectif de 2026 avec 2 ans d'avance. Oui. Mais avant de se réjouir, Oui. il faut comprendre comment maintenir cette dynamique dans un contexte économique mondial de plus en plus complexe. Exactement. Et justement, vous commencez par un sujet qui fâche un peu, Mhm. le financement du nouveau modèle de développement. Ah oui, L'article met le doigt sur un problème crucial. Le Maroc a besoin d'investissements massifs pour atteindre ses objectifs de croissance. oui. Mais les financements traditionnels ne suffisent plus. En effet, le NMD vise un taux de croissance annuel de 5% hors agriculture, D'accord? pendant au moins 10 ans. Oui. Or, l'article souligne que le capital disponible dans l'économie marocaine est insuffisant pour soutenir un tel rythme. Il faut donc trouver de nouvelles sources de financement. Et c'est là que les fonds de pension et les fonds souverains entrent en scène. Ah, L'article les présente comme des leviers sous-exploités pour le développement économique du Maroc. intéressant. On a un peu l'impression qu'on est assis sur un trésor sans savoir comment l'utiliser. C'est une comparaison intéressante. Oui. Imaginez un peu. Le Canada Pension Plan Investment Board gère plus de 500 milliards de dollars. C'est énorme. Ces fonds investissent dans des projets d'infrastructure, soutiennent des entreprises innovantes, financent la transition énergétique. On parle d'un véritable moteur pour l'économie canadienne. Et si on transposait ce modèle au Maroc, on a des atouts considérables. Le phosphate, les investissements de l'OCP, les privatisations, tout cela pourrait alimenter un fonds souverain capable de financer des projets structurants pour le pays. Absolument. Et on voit déjà des initiatives prometteuses, comme le fonds Mohamed VI pour l'investissement, lancé en 2020. La question clé étant, comment faire pour maximiser l'impact de ces fonds sur le développement économique et social du Maroc? Oui. Comment garantir une gestion transparente et efficace? D'autant plus que l'article pointe du doigt des obstacles importants. Le manque de confiance dans les institutions, un cadre réglementaire parfois inadapté et une préférence pour les investissements à court terme. On dirait qu'il y a un véritable frein culturel à lever pour libérer le potentiel de ces fonds au Maroc. C'est exact. Yeah. Il faut un changement de mentalité à la fois du côté des institutions et des investisseurs. Le Maroc doit se doter d'une vision à long terme et créer un environnement propice à l'investissement dans des projets stratégiques. Et si on parlait maintenant de la situation économique mondiale, l'article du FMI dresse un tableau mitigé. L'inflation semble ralentir, mais de nouveaux défis émergent, notamment dans le secteur des services. Oui, c'est une période de transition délicate. L'inflation devrait se stabiliser autour de 3,5% d'ici fin 2025. Bon, Ce qui est une bonne nouvelle. Mais le secteur des services, moins exposé à la concurrence internationale, résiste encore à cette tendance baissière. Les prix des soins de santé, de l'éducation privée, des services de proximité, par exemple, réagissent plus lentement aux fluctuations économiques. Et ça, c'est un défi taille pour le Maroc. Oui. Car le secteur des services est un pilier important de notre économie. On voit bien que l'inflation pèse sur le pouvoir d'achat des ménages et freine la consommation. Tout à fait. Et ce n'est pas le seul défi. La fragmentation géoéconomique est une autre source de préoccupation majeure. On assiste à un déclin de la mondialisation et à l'émergence de blocs économiques rivaux. Oui. Les tensions géopolitiques, les guerres commerciales, les sanctions économiques, tout cela fragmente les échanges commerciaux et perturbe les chaînes d'approvisionnement mondiales. Alors, comment le Maroc peut-il s'adapter à cette nouvelle donne mondiale? On a l'impression d'être un peu pris entre le marteau et l'enclume. L'article met en avant plusieurs pistes intéressantes, ça. Oui. La diversification des partenaires commerciaux, le renforcement des chaînes d'approvisionnement locales, l'investissement dans l'innovation et l'entrepreneuriat. Il s'agit de miser sur la résilience et l'agilité pour naviguer dans un monde de plus en plus incertain. Et n'oublions pas les défis climatiques, qui pèsent lourdement sur les économies émergentes comme le Maroc. Le rapport du FMI est assez alarmant sur ce point. Ah oui, ce rapport qui met en lumière le lien direct entre les chocs climatiques et la stabilité économique. C'est assez frappant de voir comment les événements climatiques extrêmes, sécheresse, inondations, cyclones, peuvent déstabiliser des pans entiers de l'économie. Exactement. Oui.
Ces événements perturbent l'agriculture, font grimper les prix des denrées alimentaires, alimentent l'inflation et au final freinent la croissance économique. On parle d'un véritable effet domino. Oui, un effet domino. Et le Maroc, avec son agriculture très sensible aux variations climatiques, est en première ligne face à ces risques. On a vu l'impact des sécheresses sur les récoltes et les prix des produits alimentaires ces dernières années. Absolument. Le rapport du FMI insiste sur l'importance d'investir dans des infrastructures résilientes, de promouvoir les assurances climatiques, de renforcer les politiques agricoles et de mobiliser des financements verts. On parle de solutions concrètes pour s'adapter au changement climatique et atténuer ses impacts économiques. Le rapport cite-t-il des exemples de pays qui ont réussi à s'adapter au choc climatique? Oui, On pourrait peut-être s'en inspirer pour le Maroc. oui, le Bangladesh est souvent cité en exemple. D'accord. En investissant massivement dans des systèmes d'alerte précoces et des infrastructures côtières. Oui. Le pays a réussi à réduire considérablement l'impact des cyclones sur les populations. Intéressant. Le Rwanda est un autre exemple intéressant, avec des politiques agricoles axées sur la résilience climatique. D'accord. Il mise sur la diversification des cultures, la conservation des sols et l'utilisation de techniques d'irrigation plus efficaces. C'est encourageant de voir qu'il existe des solutions concrètes pour faire face aux défis climatiques. Le Maroc a déjà lancé plusieurs initiatives dans ce sens. Oui. Mais il faut sans doute accélérer le mouvement et passer à la vitesse supérieure. Tout à fait. Il y a urgence à agir. Le changement climatique n'est pas une menace lointaine. Non, c'est une réalité qui impacte déjà l'économie marocaine. Et en parlant d'impact économique, on ne peut pas passer à côté de l'article sur la régularisation fiscale des influenceurs. Ah oui. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Oui, c'est une affaire qui soulève des questions importantes sur l'équité fiscale et la lutte contre l'évasion fiscale. On a vu de nombreux influenceurs marocains profiter des procédures de régularisation volontaire pour déclarer des revenus et des biens non déclarés auparavant en bénéficiant de conditions avantageuses. C'est ce taux réduit de 5 à % sur les sommes régularisées qui a créé la polémique. Oui. Certains estiment que c'est une injustice par rapport aux contribuables qui ont toujours respecté leurs obligations fiscales. C'est un débat légitime. Oui, Mais d'un autre côté, oui, cette régularisation a permis à l'État de récupérer des sommes considérables oui, qui pourront être investies dans des projets d'intérêt général. c'est vrai. Et puis cette affaire a mis en lumière l'importance de l'économie numérique au Maroc. Et la nécessité de mieux encadrer ce secteur en pleine expansion. Tout à fait. Les autorités fiscales ont intensifié leur contrôle D'accord. et envisagent des mesures plus strictes pour dissuader l'évasion fiscale dans le secteur du numérique. On peut s'attendre à des changements importants dans les années à venir. Et justement, parlons de l'avenir du Maroc dans le domaine du numérique. L'article sur le déficit de talents numériques est assez inquiétant. On parle d'un besoin de 15 000 professionnels du numérique Oui. pour accompagner la transformation digitale du pays. Oui. Mais on fait face à une pénurie de compétences. Oui, c'est un paradoxe, Oui, car on a beaucoup de jeunes diplômés au chômage au Maroc. c'est vrai. Le problème, c'est le décalage entre les formations offertes et les besoins du marché. Le système éducatif doit s'adapter plus rapidement aux réalités du monde numérique. Oui, On a besoin de plus de formations en coding, en data science, en cybersécurité, en marketing digital. le gouvernement a lancé le programme Génération Digital 2025. qui vise à former 100 000 talents numériques d'ici 5 ans. C'est un bon début, mais est suffisant pour combler le fossé. Il faut aller plus loin. Il faut repenser en profondeur le système éducatif, en intégrant les compétences numériques dès le plus jeune âge et en valorisant les métiers du numérique. Il faut aussi encourager l'entrepreneuriat et l'innovation dans ce secteur. On a un potentiel énorme au Maroc dans le domaine du numérique. Oui. On a une population jeune, connectée, avide de nouvelles technologies. Oui. Il faut transformer cet atout en un véritable moteur de croissance économique et de progrès social. Absolument. Mais il faut agir vite et intelligemment pour ne pas rater le train de la révolution numérique. Avant de conclure, on ne peut pas ignorer le débat autour de l'Aïd al-Adha, soulevé dans le billet de l'Eco-Business Weekly. Oui. La sécheresse persistante, la hausse des prix de la viande, la crise économique. Tout cela pousse à s'interroger sur la pertinence de maintenir le sacrifice rituel dans sa forme actuelle. C'est un sujet sensible qui touche à la fois à la tradition religieuse Oui. et aux réalités économiques et environnementales. L'article explore la possibilité de repenser la sunna en s'inspirant de l'exemple du calife Omar, qui avait renoncé au sacrifice rituel dans des circonstances similaires. On parle de préserver le cheptel national,
de stabiliser les prix de la viande et de promouvoir des formes alternatives de charité, comme le don d'argent aux plus démunis. Exactement. L'article rappelle que le sacrifice avait déjà été suspendu au Maroc en 1981 et 1996 Ah oui. en raison de circonstances exceptionnelles. Cela montre qu'une telle mesure est envisageable et peut être acceptée par la population si elle est bien expliquée et justifiée. C'est un débat complexe qui nécessite une approche nuancée et respectueuse de toutes les sensibilités. Mais il est important de la voir. Car il touche à des enjeux cruciaux pour l'avenir du Maroc. C'est vrai, on touche là à des questions de fond sur l'évolution des traditions face aux défis contemporains. Mais avant de s'éloigner de l'économie, il y a un autre sujet qui a retenu mon attention dans l'Eco-Business Weekly. La KPS lance une étude sur l'obligation d'assurance habitation au Maroc. Ah oui, c'est une initiative qui pourrait avoir un impact considérable sur le secteur immobilier et la protection des ménages marocains. Pour l'instant, l'assurance habitation reste optionnelle au Maroc, ce qui expose beaucoup de familles à des risques financiers importants en cas de sinistre. On se souvient tous du séisme d'Al Haouz en 2023 et des dégâts considérables qu'il a provoqués. Beaucoup de familles se sont retrouvées sans rien, sans aucune protection financière. C'est un scénario qu'on aimerait éviter à l'avenir. Absolument. La KPS s'inspire de modèles étrangers. D'accord. Comme la France ou le Royaume-Uni, où l'assurance habitation est obligatoire ou largement répandue. L'objectif est d'atteindre un taux de couverture élevé pour que chaque famille soit protégée en cas d'incendie, d'inondation, de vol ou de catastrophe naturelle. Mais est-ce que tous les ménages marocains ont les moyens de payer une assurance habitation? On pense notamment aux familles les plus modestes pour qui chaque dirham compte. C'est une question cruciale. Oui. Et l'AKPS devra étudier des solutions pour garantir l'accessibilité financière de l'assurance pour tous. On pourrait imaginer des mécanismes de solidarité, des tarifs sociaux, des aides de l'État. L'objectif est de ne laisser personne sur le bord de la route. En parlant d'accessibilité, on ne peut pas oublier ce chiffre impressionnant. 17,4 millions de touristes au Maroc en 2024. Ah oui. C'est un record absolu qui témoigne de l'attractivité touristique du Maroc et du succès de la stratégie nationale de développement du tourisme. Oui, c'est une excellente nouvelle pour l'économie marocaine, car le tourisme est un secteur clé pour la croissance et la création d'emplois. Il faut veiller à ce que cette croissance touristique soit durable et responsable. On ne veut pas sacrifier l'environnement et le patrimoine culturel du Maroc sur l'autel du profit à tout prix. Ce défi de taille. Oui. Mais le Maroc a tous les atouts pour réussir ce pari. On voit émerger de nouvelles formes de tourisme plus respectueuses de l'environnement et des communautés locales. Oui. L'écotourisme, le tourisme rural, le tourisme solidaire. Il faut encourager ces initiatives et sensibiliser les voyageurs aux enjeux de la durabilité. Exactement. Le tourisme peut être un formidable vecteur de développement économique et social, mais à condition qu'il soit pensé et géré de manière responsable. C'est un message important à faire passer aussi bien aux professionnels du tourisme, aux voyageurs eux-mêmes. Au final, cette édition de l'Eco-Business Weekly nous offre un panorama complet des défis et des opportunités qui se présentent au Maroc. On a parlé de financement, du développement de réformes structurelles, de défis climatiques, de transformation numérique, de tourisme durable. Autant de sujets clés qui façonneront l'avenir du pays. Et qui nous invitent à la réflexion et à l'action. Le Maroc est à la croisée des chemins et les décisions prises aujourd'hui auront un impact majeur sur les générations futures. Il faut agir avec courage, intelligence et solidarité pour construire un Maroc prospère, juste et durable. Alors pour conclure en beauté cette plongée dans l'Eco-Business Weekly, qu'est-ce que vous retiendriez de cette édition? Un élément marquant, une question qui vous interpelle, une piste de réflexion pour nos auditeurs. Ce qui me frappe, c'est la nécessité de trouver un équilibre entre la croissance économique et la justice sociale. On ne peut pas se contenter de générer de la richesse. Non. Il faut s'assurer que cette richesse profite à tous les Marocains et qu'elle est créée dans le respect de l'environnement et des générations futures. C'est un défi complexe, mais passionnant. Et c'est à nous, tous citoyens, entrepreneurs, décideurs politiques, de le relever. Un grand merci pour ces éclairages et bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actualité.